L'industrie du vélo n'est pas épargnée des changements technologiques constants. Et certains produits qui ne sont aujourd'hui qu'en émergence ou en phase embryonnaire deviendront les standards de demain. Tandis que d'autres passeront rapidement aux oubliettes. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag. Aujourd'hui, nous allons prendre plusieurs technologies qui sont actuellement dans leur premier balbutiement et un peu à se poser la question, sortir notre boule de cristal, à savoir, est-ce que l'on croit que ça va devenir une technologie du futur ou rapidement devenir obsolète? Et je vous invite pour chaque exemple que je vais donner à mettre vos réponses si vous croyez que c'est une technologie de l'avenir ou non. Premièrement, les compresseurs intégrés actifs. Oui, on parle d'ajuster et adapter la pression des pneus directement en fonction du terrain en temps réel sur la route. Le meilleur exemple serait le système Grava, un produit qui a beaucoup fait parler de lui dans les dernières années parce que tranquillement, on voit plusieurs cyclistes professionnels vouloir potentiellement l'utiliser dans des courses comme Paris-Roubaix. Mais probablement encore plus notable, Marianne Vos qui l'a utilisé pour gagner les championnats du monde de vélo de gravel cette année. Si on commence par les inconvénients, définitivement, c'est un poids ajouté au vélo. Et aussi, comme ce produit spécifique, un côté pratique est qu'il génère lui-même son électricité pour activer le compresseur. Et comme générer de l'énergie qui n'est pas déjà emmagasinée, non, ça ne vient pas gratuitement. Ben oui, ça vient avec une pénalité au niveau de la résistance du roulement des moyeux total d'environ 4 watts. Mais ça, c'est pas en tout moment. C'est seulement lorsque le compresseur est activé, donc qu'on demande d'avoir une augmentation au niveau de la pression de l'air. Lorsqu'on reste à pression constante ou on lui demande une baisse au niveau de la pression, le système ne fait pas d'ajout en termes de résistance des roulements. Le gros avantage est vraiment au niveau de la performance sur des terrains variés. Parce que la pression idéale lorsqu'on arrive dans des sections, disons, en gravier ou qui va être beaucoup plus accidentée versus la route peut être très grande. Bien au-delà du 4 watts de friction supplémentaire. Avant que je vous donne mon avis, réfléchissez. Est-ce que vous croyez que cette technologie va perdurer ou non? Moi, je crois que oui, mais dans des cas assez spécifiques. Je vois très bien ce système devenir très répandu dans des courses de gravel bike, surtout sur des parcours plus à l'américaine. C'est-à-dire où il va y avoir parfois des longues sections sur le pavé très rapides, mais suivies de sections très techniques, très accidentées. Et oui, je crois aussi que sur les courses comme Paris-Roubaix, c'est quelque chose qu'on peut potentiellement voir de plus en plus. Je mettrai quand même un bémol, c'est-à-dire que je ne serais pas non plus surpris de voir dans les prochaines années, si ça devient très populaire, la UCI arriver et bannir cette technologie. Ceci dit ensuite, pour les cyclistes amateurs, je crois que c'est également une belle option si vous êtes quelqu'un qui est soucieux d'avoir vraiment la bonne pression d'air dans les bonnes conditions, alors que vous allez faire face à des conditions très variées au niveau de la chaussée. Donc, je crois que oui, même à court terme, cette technologie-là a le potentiel de faire des vagues. Mais dans le spectre plus global, je crois pas que c'est le genre de technologie qui va devenir très populaire dans le monde du cyclisme en général. Parce que vraiment, les cas de figure qui vont être intéressants pour ce type de produit-là demeurent vraiment une application qui est assez nichée. Pour la majorité des cyclistes, les variations de terrain ne sont pas assez grandes pour justifier l'ajout d'une telle technologie. Les transmissions internes. Dans les dernières années, SRAM et Shimano ont déposé beaucoup de brevets sur des boîtes de vitesse interne. Et l'exemple des moyeux Classified serait probablement le meilleur exemple d'un produit qui est actuellement disponible de transmission interne. Bon, dans ce cas-là, qui est un peu partiel, qui remplace finalement un dérailleur avant en ayant 2 ratios mécaniques, sans éliminer la nécessité du dérailleur arrière. Donc, d'un point de vue fiabilité et pratique, oui, il peut avoir des avantages à un système comme ça qui est totalement finalement interne et qui ne fait pas face aux éléments contaminants extérieurs. Par contre, oui, ça vient avec une pénalité généralement au niveau du poids, mais surtout d'un point de vue friction mécanique. C'est pour ça qu'actuellement, je vois pas le jour où on verrait ça chez les rangs professionnels ou les rangs des personnes qui recherchent vraiment la performance ou même finalement chez la majorité des cyclistes de route actuellement. Mais des transmissions internes pour des vélos davantage de transport fait beaucoup de sens. Donc pour moi, un gros potentiel d'un point de vue transport actif, mais beaucoup moins d'un point de vue sportif. Et parlant de transmission,
est-ce qu'on va se retrouver à faire des changements de vitesse avec le bout de nos doigts? Et là, je parle littéralement du bout des doigts. Parce que autant SRAM que Campagnolo ont récemment sorti des brevets de gants avec les boutons de changement de vitesse intégrés sur le bout des doigts. Donc, plutôt que les boutons de changement de vitesse soient intégrés au levier de frein, ils seraient intégrés directement à vos mains. Évidemment, ça, ce serait seulement compatible avec des transmissions électroniques. Et vous, à la base, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant? Pour ma part, je suis pas sûr que vraiment de l'avoir sur les bouts des doigts serait nécessairement plus ergonomique ou plus facile d'accès et d'utilisation que présentement où les boutons sont situés derrière les leviers de frein. Ceci dit, les transmissions électroniques ont cet avantage-là de pouvoir vraiment mettre les leviers de vitesse partout où ce que l'on le désire. Et depuis toutes les années que cette technologie existe là, on n'a jamais pris le temps de repenser, est-ce que vraiment la position actuelle qui provient des systèmes mécaniques est vraiment le meilleur endroit? Parce qu'avec l'électronique, il y a beaucoup moins de restrictions. Donc, je suis un peu perplexe par rapport aux gants, mais je crois vraiment qu'il faut explorer l'idée de mettre des leviers ou des changements de vitesse ailleurs qu'aux endroits actuels. Est-ce que l'intelligence artificielle deviendra votre prochain entraîneur? Il existe plusieurs plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle pour personnaliser votre plan d'entraînement, entre autres Athletica, HumanGo ou Exert. Et pour en avoir fait l'essai personnellement, non, je ne crois pas que ça va remplacer un bon entraîneur bien qualifié avec un bagage d'expérience. Ceci dit, je crois fermement que ces plateformes sont de loin supérieures au programme d'entraînement générique que plusieurs personnes utilisent. Je vais même aller plus loin que je crois que c'est une option qui peut être plus intéressante que beaucoup d'entraîneurs qui ont peut-être des méthodes un peu trop théoriques, qui n'ont pas assez d'expérience ou assez de connaissances. L'intelligence artificielle versus les plans génériques va prendre beaucoup plus en compte d'autres facteurs comme la fatigue et aussi va réadapter en temps réel le plan d'entraînement. Elle va aussi prendre en compte les commentaires que vous faites suite aux entraînements, à savoir quel était votre ressenti, votre niveau de fatigue, votre niveau de stress. C'est pour ça que je crois que certains entraîneurs qui font simplement appliquer une formule simple pour créer un entraînement, bien, potentiellement, ça va être de moins bonne qualité que l'intelligence artificielle. Ceci dit, ben non, ça ne peut pas aller aussi loin qu'un bon entraîneur qualifié, surtout pour la composante très importante qui serait la composante psychologique et la composante technique. Mais honnêtement, présentement, vous voulez structurer un bon plan d'entraînement sans vous rendre à payer pour un entraîneur, je crois que présentement, l'intelligence artificielle est une très, très belle option. Les freins électroniques. Et là, on parle de deux aspects, c'est-à-dire le contrôle électronique du freinage et également l'activation électronique du freinage. Quand je parle de contrôle électronique, je parle des systèmes anti-blocage, qui est une technologie présente sur à peu près toutes les voitures et les motos sur la route actuellement, et qu'il serait même en sport motorisé comme la Formule 1 si ne c'était pas que cette technologie-là est bannie. Et l'activation électronique, c'est des freins comme les brake-by-wire, c'est-à-dire que l'activation entre le levier de frein et la mâchoire de frein ne se fait plus par un câble ou un conduit hydraulique, mais bel et bien par un câble électronique, voire même sans fil. Encore là, c'est une technologie qui est très répandue dans le monde de l'automobile et qui est le standard dans les sports motorisés comme la Formule 1, parce que ça amène une activation plus rapide et souvent un freinage même encore plus constant. Mais bon, est-ce qu'on va voir ça sur les vélos? Je crois qu'on est très loin de ça. Premièrement, parce qu'actuellement, ça semble plus être des idées qui sont brevetées plutôt que de réellement de l'investissement mis sur le développement de produits. Et quand les premiers produits vont sortir, je crois que l'application principale encore là serait davantage d'un point de vue vélo, disons, transport comme les vélos électriques ou les vélos cargo, qui sont souvent beaucoup plus lourds et conduites par des personnes qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Et on va être réaliste que même s'ils réussissent à prouver tous les bienfaits, ça va être quand même quelque chose qui va être difficile à implanter de façon culturelle dans les sphères plus sportives du vélo de route. Donc peut-être un jour, mais je crois qu'on en a vraiment pour un bon moment à maintenir avec nos freins à activation
mécanique ou hydraulique. Est-ce que dans les prochaines années, les vélos de route ou de gravel seront de plus en plus équipés de suspension? Dans les sphères de gravel, on en voit de plus en plus, comme Rockchalk, Fox et Lauf, qui font des produits vraiment axés pour cette discipline. Et il y a de plus en plus de micro-suspensions d'ajouter sur beaucoup de vélos d'endurance. Et si on vient en question, croyez-vous qu'il va y avoir de plus en plus de suspensions sur les vélos, que ce soit même de route dans les prochaines années? Mais moi, je crois et je souhaite que oui. Parce que je crois que notre impression que d'avoir un vélo léger et rigide est plus performant que d'avoir un cadre suspendu et faussé. La bonne réponse, c'est toujours évidemment, ça dépend. Mais s'il y a quelque chose que la science et les recherches nous ont fait vraiment découvrir dans les dernières années, c'est que d'avoir le plus rigide possible n'est vraiment pas nécessairement le meilleur pour la performance. C'est pour ça que les volumes de pneus sont à la hausse et les pressions à la basse. Oui, pour des raisons de performance. Et on a juste à regarder du côté du vélo de montagne, même en cross-country. L'époque des coureurs avec des cadres rigides est totalement révolue. Bon, évidemment, si vous roulez simplement sur de la route de belle qualité, c'est beaucoup plus difficile à justifier. Par contre, je crois que le point où les gens font le changement est à un niveau beaucoup trop accidenté. Et présentement, la majorité des vélos de gravel demeurent des vélos complètement rigides. Et je crois fermement que d'avoir davantage de suspension aiderait non seulement au niveau de l'attraction et du confort, mais aussi au niveau de la performance. Et vous, avez-vous d'autres idées de technologies émergentes que vous croyez soit qui va devenir très populaire ou qui va rapidement devenir oublié? Écrivez-moi ça dans les commentaires, ça serait très bon d'en avoir une discussion et ça va me faire plaisir de vous donner mon opinion. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.